La présentation d'aujourd'hui, c'est sur la théorie, hein, a été nommée par Jean-Baptiste. Je suis sûre que vous avez entendu parler de ça dans quelques moments. Et peut-être vous vous êtes demandé qu'est-ce que la théorie et pourquoi ce serait quelque chose qui m'intéresse de comprendre comment ça marche. Qu'est-ce que c'est spécial à propos de la théorie? Ma présentation d'aujourd'hui sera un peu un historique de la théorie. Je parlais de la théorie comme un projet de recherche, il démarre comme ça, et est devenu après une norme internationale, et puis après une communauté de recherche. C'est aujourd'hui une communauté de recherche internationale. Comment ça fonctionne la théorie? On va voir un petit, quelques lignes de code. Et pourquoi utiliser la théorie est une chose intelligente à faire. Pourquoi, franchement, à la fin, ça vaut le coup, si ça va. On va parler de sa polyvalence, de la possibilité de partager et de la durabilité de le travail de fait en théorie. La théorie, ça démarre en 1987, ce qui est plutôt remarquable. Donc, on a bien passé les 30 années de théorie. On est parti pour les 40 et ça démarre comme un groupe de chercheurs et de chercheuses qui se sont rencontrés autour de la question de représentation des textes. En 87, ils ont produit ce qu'ils appellent les principes de Poughkeepsie. Poughkeepsie, c'est un endroit pas loin dans l'État de New York aux États-Unis, pour un projet qui a été soutenu au début par la communauté européenne, par le NIH, c'est-à-dire la National Endowment for the Humanities, c'est-à-dire hein, l'argent pour la recherche, l'agence des recherches des États-Unis, et la Foundation, la Mellon Foundation et l'agence de recherche canadienne, avec une contribution des trois principales associations professionnelles des humanités numériques à l'époque. Et ici, c'était déjà nommé tout à l'heure par Jean-Baptiste, mais il y avait aussi la ACH, Association for Computing the Humanities, et ACL, Association of Computers and Linguistics. Donc, ça démarre avec, sous la tutelle de ces trois associations et l'argent contribué des deux côtés de l'Atlantique. Les fondeurs de la théorie étaient qui? Étaient des chercheurs en littérature, ils étaient des philologues, plutôt des médiévistes, des philologues en lettres classiques, des historiens, des linguistes et seulement marginalement des informaticiens. Ce qui est important de comprendre, c'est vraiment que la représentation textuelle qui a été pensée par la théorie, c'est pas une représentation pensée par les informaticiens, mais élaborée par les humanistes qui provenaient de tout parti de Nord-Amérique, mais aussi en Europe, avec une forte contribution d'Italie et de la France en particulier. Et voilà, donc Jean-Baptiste vous a montré des photos, je vous montre aussi deux photos, et moi aussi. Donc, vous voyez les pères et les mères fondatrices de la théorie. On reconnaît, pour ceux qui sont un peu dedans, des personnes qui sont plutôt connues comme William McCarthy, Lou Barnard, Michael Spalber McQueen, Hilde Hyde, Nancy Hyde, pardon. Voilà, je vous montre les deux protagonistes qui ont fait les premiers modèles de la théorie. Sur la gauche, avec les poules couleur, c'est Michael Spalber McQueen, et sur la droite, avec Paul Bernard. La théorie a deux pères, pas de mère, c'est une famille atypique, la théorie. Et on y retrouve les deux personnes. Donc, Michael était un philologue médiéviste de manuscrits allemand, un germaniste. Et Lou est un chercheur de linguistique, était à l'origine linguistique et littérature anglaise. Donc, vous voyez vraiment les deux qui ont créé le code théorie, en fait, n'avaient pas de formation a priori en informatique parce qu'ils se sont posé la question de la représentation de texte et quoi faire comme partager, comme trouver des solutions communautaires. Il faut aussi penser qu'est-ce que c'était le monde en 1987. C'était pas la même chose qu'aujourd'hui. Il n'y avait pas de web, par exemple.
le web a été inventé par Berners-Lee en 93. Il n'y avait pratiquement pas de portables, pas de téléphones portables, pratiquement. Il y en avait quelques-uns, mais c'était réservé aux espions et aux chefs d'État. Il y avait quelques bibliothèques numériques, mais pas encore Gallica. Gallica a démarré plus tard. Donc, il y avait les Gutenberg Archive, qui était la seule initiative à la portée plutôt vaste qui a survécu à ce moment-là, de phase des pionniers, qui était à démarrer en 71, et un certain nombre de petites initiatives pour mettre du texte sur Internet. Donc, c'était un monde qui était complètement différent par rapport à ce qui était aujourd'hui, ce qui est aujourd'hui, et dont les démarches qui ont été suivies par les fondeurs de la TUI, en fait, ce sont plutôt clairvoyants pour le futur, parce que ils ont créé les futurs qui aujourd'hui, plutôt de la recherche en humanité numérique, c'est une grande contribution intellectuelle et conceptuelle de la TUI. En fait, l'évolution technologique tournait déjà à ce moment-là et l'informatique dans les sciences humaines, humanities computing, battait son plein, donc, mais c'était plutôt fragmentaire. Il y avait plusieurs initiatives et chacun faisait son petit approche maison. Ce qui empêchait après, même en italien, on a cette probable être quattro gatti, on était quatre chats, mais du coup, chacun faisait son boulot de façon privée. Hein. Quels étaient les objectifs dans la création de la théorie? C'était de créer d'abord un vocabulaire partagé pour décrire les mêmes choses. Donc, c'est-à-dire, si moi je vois une ajoute ou une rature sur un manuscrit, est-ce qu'on peut l'appeler tous de la même façon? Au lieu de l'appeler ajoute ou addition ou additions ou adds ou et choses comme ça. Donc, chacun mettait son acronyme, sa abréviation, son nom de différentes langues. Et est-ce qu'on peut établir si des personnes qui viennent de disciplines différentes peuvent parler de la même chose quand ils parlent de texte? Ça, c'était l'autre chose. Parce que le mot texte, dans Text Encoding Initiative, c'est à la fois un terme plutôt pas très ambigu, hein, dans son côté, un texte, un texte, un texte, hein, mais du coup, c'est aussi très ambigu. Parce que plusieurs traditions, les sociologues parlent des textes, les musicologues parlent des textes, les artistes, les historiens de l'art parlent des textes, les historiens parlent des textes, les littéraires parlent des textes, mais ils n'entendent pas forcément la même chose. Et surtout, il y a ce qu'on appelle des frontières nationales et linguistiques et disciplinaires qui nous empêchaient de communiquer. Avant, la théorie, en fait, la philologie était philologie italienne, la philologie française, la philologie latine, la philologie grecque. C'était les classicistes qui essayaient justement, pour des raisons d'antiquité, de collaborer entre eux. Mais les philologies nationales vernaculaires étaient très séparées et l'école italienne était absolument différente par rapport à l'école allemande, par exemple, où c'est là, même pas, on parlait même pas avec les Anglais, les anglophones, c'était absolument impossible. La théorie, à la fin de ces projets, de ces projets de recherche qui a évolué dans plusieurs versions, dans plusieurs activités, se propose aujourd'hui comme un standard international. Qu'est-ce qu'un standard international? Ce n'est pas un standard formel. Il y a eu une discussion très récente dans la liste de distribution de la théorie si la théorie est un standard ISO ou pas. Et la réponse, c'est compliqué. Hein. Donc, pas forcément une réponse immédiate. Mais c'est un standard d'usage, comme on dit, un standard de facto, où on trouve qu'on utilise la théorie dans tout le monde, et là, je souligne dans tout le monde, dans pas toutes les langues, mais une grande partie des langues, et avec des approches qui sont en commun. Et là, vous voyez sur l'écran les deux images des Guidelines for Electronic Encoding and Interchange. C'est la version de 2008. Je ne pense pas qu'il a été produit en papier après 2008. J'ai l'impression que c'était la dernière version qui a été imprimée parce que deux volumes, chacun des 500 pages, à la fin faisait énormément d'arbres. Et c'est pas pratique. Donc, les lignes guides de la théorie, les manuels de la théorie, ça fait aujourd'hui plus de 1000 pages.
On peut normalement l'accéder directement sur Internet comme hypertexte HTML ou comme PDF si vraiment on a envie de dérouler les pages. Donc, qu'est-ce qu'est la théorie aujourd'hui? La théorie, c'est, d'un point de vue technique, c'est on appelle un schéma des balisages pour le texte basé sur XML. On va voir qu'est-ce que ça veut dire schéma, qu'est-ce que ça veut dire balisage, qu'est-ce que ça veut dire texte. C'est un balisage qui est pensé pour des chercheurs principalement, mais c'est utilisé même par des autres. Donc, c'est utilisé par deux maisons d'édition, par exemple. Il y a pas mal de maisons d'édition qui utilisent à sa base la théorie comme format d'interchange. Il définit, ou elle définit un ensemble de balises, plus ou moins 600, donc les nombres bougent 2 fois par an. Il y a une nouvelle version de la théorie 2 fois par an et il fournit des instructions comment utiliser ces balises. Ce sont les 2 grands volumes que vous venez de voir, les guidelines de la théorie, qui sont vraiment un ouvrage monumental. La théorie est organisée par module. Donc, vu que 600 balises sont plutôt consistants, hein, il y en a beaucoup, il y a la possibilité, ils sont organisés en groupe selon nos intérêts. En fait, avant de commencer un projet qui utilise la théorie, on va sur un outil produit par les consortiums théorie et on lui dit, bon, là, je vais voir je ne sais pas, je travaille sur le dictionnaire ou je travaille sur la transcription de l'oralité, je travaille sur un manuscrit et donc je travaille sur les manuscrits, j'utilise les modules qui s'appellent Manuscript Description et Critical Apparatus et Representation of Primary Sources. Ça, c'est normalement ma sélection de la théorie. Moi, je suis philologue de base. Et donc, je travaille avec les manuscrits exactement comme le fait Jean-Baptiste, mais avec une approche légèrement différente. Donc voilà, on y va, on voit toutes ces possibilités. C'est comme aller au supermarché ou au restaurant, on prend les plats qu'on préfère, on fait sa propre composition de la théorie. Et voilà, on a une théorie qui est d'un côté respectueuse de l'ensemble complet des balises théorie, mais personnalisée aussi par rapport aux besoins du projet de recherche. Donc, chaque choix, c'est un sous-ensemble par rapport à l'ensemble de la théorie exsangue et complète. L'infrastructure théorie est formée d'un schéma de codage qui est composé justement d'un certain nombre de modules, comme on l'a vu. Chaque module contient un certain nombre de spécifications d'éléments. Okay? Un élément, c'est une balise. On peut résumer ça. On verra plus en détail qu'est-ce qu'est un élément plus tard. Chaque spécification d'élément contient les noms de cet élément, donc le nom de la balise. On peut dire que pour codifier une rature, on utilise la balise qui s'appelle del, et del, c'est le nom canonique. Une description, c'est-à-dire avant del, ça veut dire quand il y a une rature. Une déclaration des classes à laquelle il appartient par exemple aux classes d'accidents qui peuvent se passer dans un paragraphe. Ou quels sont les attributs de l'élément del, c'est-à-dire qui a fait cette rature, avec quels moyens, pour quelle raison. Donc, normalement, on utilise ça, on exprime ça grâce à ce qu'on appelle des attributs. Et exemples d'utilisation, donc on montre des exemples, on montre des morceaux manuscrits avec une rature là-dessus, on dit si on trouve ça, on pourrait faire ça et ça et ça. Et en fait, les spécifications techniques du schéma qui permet d'exprimer ça de façon formelle. Et donc, un document théorie qui contient les spécifications du schéma, et c'est-à-dire les choix faits par le chercheur de quels sont les éléments dont il a besoin ou elle a besoin pour son encodage, on l'appelle un OD, One Document Does It All. C'est une déclaration de tous les éléments, de tous les modules, de toutes les modifications, de toutes les variantes qu'on décide d'utiliser comme notre schéma. Donc, c'est ce qu'on appelle un métadocument qui nous explique notre vision de la théorie.
Comme est-elle organisée la TOI? D'un point de vue organisationnel, la TOI est organisée en deux grands conseils, les conseils techniques et les comités de pilotage. Le conseil technique est formé de 12 membres qui sont élus par l'ensemble des usagers. Donc, si on est membre de la TOI, bon, alors, la TOI est libre, hein, tout le monde peut l'utiliser sans devoir être membre de la TOI. Mais si on veut soutenir la TOI, il y a une inscription individuelle et une inscription institutionnelle. Celle individuelle nous donne les droits de voter pour l'élection de conseils techniques. Celle institutionnelle nous donne les droits de voter pour les comités de pilotage et les conseils techniques. Donc, qu'est-ce qu'ils font dans les conseils techniques? Bon, ils font la maintenance des guidelines, ils ajoutent de nouveaux éléments, ils corrigent les bugs, ils écoutent la communauté qui demande des choses, comment on choisit de nouveaux éléments. Je vous dis, tous les 6 mois, il y a une nouvelle version avec des nouveaux éléments ajoutés, avec des corrections de bugs. C'est grâce à un système des requêtes, ce qu'on appelle des tickets qu'on peut faire remonter à la TOI. Et normalement, il répond à chaque demande. Les comités de pilotage, autrement, gèrent les adhésions, les finances, les stratégies. Il y a après un trésorier, un coordinateur des médias sociaux et qui est nommé, etc., etc. Qui sont les membres institutionnels? Ce sont des membres dans tous les pays. Par exemple, on peut voir qu'il y a des associations comme l'Association pour l'informatique humanistique et la culture digitale italienne. Il y a les labos ATILF du CNRS. Il y a des projets, il y a des bibliothèques, par la bibliothèque virtuelle humaniste de Tours, par exemple, et la Library Bodleian Library d'Oxford. Donc, vous avez des centaines de membres institutionnels pardon, qui contribuent à la TOI avec différentes approches, différents niveaux de contribution. Le site de la TOI, il est plutôt simple et ce n'est pas un site moderne qui danse, qui fait le jeu. Il y a des choses très simples. Ça, c'est l'interface d'accès les guidelines de la TOI. On y voit, par exemple, qu'on peut télécharger les guidelines en format PDF, en format MOBI ou EPUB, donc on peut la lire sur une liseuse, et qui est disponible en plusieurs langues, en anglais, en allemand, en espagnol, en italien, en français, en chinois, en coréen, en japonais. En fait, il ne faut pas être trop optimiste, dire ah, attends, il y a toutes les langues il y a pas mal de langues qui sont représentées, et même des alphabets, comme vous voyez, qui ne sont pas des alphabets latins. En fait, ce n'est pas les guidelines qui sont traduits, mais ce sont les définitions des éléments qui sont traduits. Parce que les guidelines, c'est 1000 pages, maintenir une traduction pour un standard qui change tous les 6 mois, c'est une tâche épouvantable. Donc, les guidelines, dans leur complexité, ils sont que en anglais, mais la définition des éléments, on peut les trouver dans les langues que vous voyez là. Donc, par exemple, là, vous voyez l'élément qui s'appelle person name, nom de personne, dont la définition est en français dans ces cas. Donc, contient un nom propre, une expression nominée, c'est référent à une personne. Et vous avez là la définition de cette partie-là des lignes guidelines qui est en français. Donc, il n'y a pas la théorie en arabe, pas encore, je dirais. Il y a une initiative des traductions, il y a eu une initiative de traduction, comme vous avez vu, en japonais, en coréen, et dans d'autres langues, en espagnol. Et il y a eu un effort qui n'avait pas encore abouti complètement, mais ils sont en train de travailler, en hébreu, par exemple. Donc, je vous invite, par exemple, si vous êtes intéressé, ça se fait très bien avec un groupe d'étudiants parce que les étudiants peuvent prendre un petit élément à la fois et ça lui sert aussi pour y entrer, pour réfléchir c'est pas technique la traduction, c'est vraiment très, très culturel. Comment ça va? Je disais, bon, chaque 6 mois, il y a une nouvelle balise, il y a de nouvelles balises, de nouvelles versions, il y a des systèmes, on peut faire remonter là, il y a plusieurs personnes qui interviennent, les councils se réunissent 2 fois par an, et des personnes aujourd'hui en visio, évidemment,
et plus toute une série de réunions virtuelles tous les mois. Et ils lisent toutes les demandes qui sont proposées et ils utilisent ça pour créer de nouveaux balises. Donc, s'il y a quelque chose dans la théorie qui ne marche pas ou qui ne représente pas la complexité de votre texte, il ne faut vraiment pas hésiter à demander à la théorie de l'intégrer. En fait, la plupart des personnes qu'est-ce qu'ils font quand ils trouvent que la théorie ne marche pas? Il y a deux possibilités normalement. La première, c'est de dire, ah, la théorie est nulle, et donc ils inventent leur encodage maison, ou ils bidouillent avec la théorie pour la plier à ses besoins. Ni l'un ni l'autre, c'est une bonne idée. Normalement, la bonne idée, c'est de demander à la théorie qui répond toujours aux questionnements de la communauté. Parfois, il dit non, c'est pas le cas, ça ne nous intéresse pas. Mais la plupart des fois, la modification est prise en charge et était actée dans les 6 mois. La théorie devient donc une communauté de recherche avec ça, parce que les personnes qui travaillent dans la théorie sont élues. Ce sont deux représentants, ils ne sont pas payés, ils sont des personnes qui mettent leurs compétences et leurs initiatives à disposition des autres. Ils bossent énormément, je vous dis, parce que je pas ça fait seulement la présidence de la théorie. J'ai travaillé pendant 5 années dans les councils et on bossait comme des fadas, quoi. On ajoute à tout. Mais c'est enthousiasmant parce que vraiment, on rentre dans la conception des projets, dans la modélisation des textes et on s'occupe des phénomènes de textualité qui viennent de tout le monde. Quand on a travaillé sur les tablettes japonaises, on s'est amusé comme tout, quoi. Et il y a des espaces d'interaction qui peuvent être pas simplement dans la mailing list dont on va parler dans un instant, mais il y a un espace Twitter, par exemple, où on peut trouver des discussions sur l'utilisation d'une balise particulière, une approche, tout ça. Qu'est-ce qui fait la théorie comme activité? Ils font une conférence annuelle. Cette année a été annulée comme c'est évident. Euh, on verra l'année prochaine, donc on ne sait pas où ce sera. Ils organisent des ateliers virtuels ou des ateliers en présentiel. Surtout les membres de la théorie font ça rattachés à leur institution, mais avec les soutiens de la TUI. Il publie un journal dans Open Edition, donc c'est un revue.org, le journal Open Access de la TUI, qui est très vivant et présente en discussion justement de recherche sur la modélisation des textes, sur ce que peut être achevé grâce à l'utilisation de la TUI. Et il y a aussi des groupes d'intérêt spéciaux sur plusieurs sujets. Ce sont des groupes des personnes qui travaillent dans les mêmes sujets, dans les mêmes domaines, qui se réunissent virtuellement ou physiquement au cours de la conférence annuelle. Et, ils proposent à la théorie ce qui est important pour leur communauté. Moi, j'ai animé pendant cette année les groupes sur les manuscrits et on a franchement changé énormément la théorie grâce au travail fait au sein de ces groupes. Parce qu'on a introduit, par exemple, une façon d'analyser la mise en page qui n'existait pas, une façon de faire un découpage en ligne d'une page de manuscrit, une approche documentaire, etc., etc. Là, qu'est-ce qui sont les SIG qui sont actives à ce moment-là? Il y a sur la communication, sur la correspondance, les lettres. Il y a un groupe sur les japonais et East Asian, on dit donc tous les questionnements des langues qui s'écrivent à la verticale et pas à l'horizontale. Le Graph Technology, il y a un nouveau groupe sur le texte indien, sur le manuscrit, sur les journaux et les périodiques, sur les ontologies, théorie et anthologie, la théorie pour les linguistes et la relation entre éléments graphiques et textuels. Il y en avait d'autres, comme vous voyez, qui à un moment sont dormants parce qu'ils ont achevé ce qu'ils voulaient faire ou parce qu'ils cherchent encore quelqu'un qui pourrait faire ça.
Euh, je vais vous parler avant du travail qu'on a fait au sein du groupe d'intérêt des manuscrits, qui est comment faire l'encodage de type documentaire et pour la critique génétique. C'est un groupe que j'ai présidé. Avant 2011, c'est ça quand on a commencé à proposer notre travail. La théorie, c'était plutôt focalisé sur la question du texte. Un texte, c'était une séquence des paragraphes, on dirait comme ça. Ou c'est une poésie, c'était une séquence de vers. Mais ce n'était pas une séquence de pages. Pardon, là, je vois que j'ai laissé la diapositive en anglais, désolé. Il y a un groupe de chercheurs qui étaient plutôt intéressés aux manuscrits modernes, qui ne se retrouvaient pas dans la théorie comme ils étaient, et surtout qui se retrouvaient autour de la critique génétique, donc avec les collègues de l'ITEM, par exemple, à l'école normale CNRS. On a élaboré un nouveau modèle. On a travaillé entre 2008 et 2010 pour développer ces nouveaux modèles qui étaient incorporés dans la théorie en 2011. On a rajouté dans un anglais 32 nouveaux éléments qui a vraiment un peu modifié la chose. Ça, c'est une capture d'écran les sujets débattus dans la mailing list, dans la liste de distribution de la théorie dans ces derniers mois, novembre 2020. Et vous avez là, par exemple, les types de discussions. Donc, on a sûrement des références à des bibliothèques, à des conférences internationaux, oui. Et on parle des livres, mais on parle aussi de, par exemple, les contenus de l'élément P, paragraphe, et comment on fait associer les paragraphes à la numéro de page, ou qu'est-ce qu'il y a dedans, comment on fait à travers la description des manuscrits, MS-DESC, etc. Donc, il y a des annonces, mais il y a toutes des choses plutôt techniques comme should the role name be at dateable, que certains, la plupart de vous, vous dit très peu, mais la plupart des discussions sont plutôt larges et de recherche, je dirais. Là, vous voyez aussi la is the TI et is standard, la discussion que je vous disais tout à l'heure. Seconde partie de ma présentation, c'est comment marche la théorie. Donc, on veut voir dans les détails un peu de code. Et on part d'abord du concept de markup. Là, j'ai pris les concepts de markup parce que c'est le concept à la base de la création de ce système d'encodage, de balisage. Et ce sont les définitions de l'Oxford English Dictionary qui nous intéressent ici et pour la raison pour laquelle on l'appelle markup. L'essence numéro 2b parle de process or result of marking corrections on copy of proofs in preparation for printing. Et là, sur la droite, en fait, vous voyez une page, une épreuve d'impression avec des signes à côté. Donc, quelque chose qui est plutôt familier à tout le monde. Quand vous avez imprimé quelque chose, vous voulez imprimer quelque chose, vous faites des corrections. Aujourd'hui, on utilise PDF et avec les outils Adobe. D'abord, c'était à imprimer et au crayon, on faisait des corrections sur les bords. Ça, c'est qu'en anglais, on appelle le markup, hein, qui après est migré donc, dans l'essence C dans l'informatique, the process of embedding tags in electronic text so that to distinguish the text logical, syntactic or structural component. Et donc, vous voyez que la migration directe de ces symboles de correction qui sont passés de la page d'épreuve à l'informatique. C'est ça un peu les processus mentaux qui a créé cette typologie de travail. Pourquoi donc on fait du balisage? Parce que ça nous permet d'annoter des particularités des textes en écrivant ce qu'ils veulent dire ou leur but et pas simplement comment ils se présentent sur la page. Une fois qu'un texte est balisé, les textes peuvent être traités par des ordinateurs pour beaucoup plus que le simple affichage. On peut faire des analyses linguistiques, on peut faire des analyses des différentes typologies, même prosopographiques si vous voulez. Le balisage est durable. La théorie, comme je vous disais, s'est créée en 1987, et les textes encodés à ce moment-là sont encore utilisables. Et en informatique, c'est quelque chose de franchement
incroyable hein, en voyant la rapide obsolescence des formats. Et ça, c'est parce que ce n'est pas connecté à un logiciel spécifique, hein, mais c'est un format de données qui peut être traité dans différents logiciels, par différents logiciels, avec différents objectifs de recherche. Les markups n'ont existé avant les ordinateurs, c'était utilisé pour marquer les corrections des épreuves, marquer la relecture, donc les activités de copy editing par exemple, correction du texte. Mais on peut parler des markups aussi dans les cas de la ponctuation et de la mise en page. Ces symboles qu'on met à côté, en fait, sont parfois, on parle de aller à la ligne, mettre ça en gras, mettre au centre, tout ça. Mais on parlait de markup aussi liés à des systèmes scientifiques plus spécialisés. Par exemple, celle de la convention de Leiden qui était utilisée par les classicistes pour la transcription des épigraphes. Vous voyez là, par exemple, un résumé de la convention de Leiden avec certains des signes. Donc, on met des crochets avec 3 points. C'est un symbole que la plupart d'entre nous connaissent. Ça veut dire qu'il y a une lacune dans notre manuscrit. Et ça, c'est du markup scientifique, si vous voulez. Et en fait, je dis parfois no markup, no party. Vous voyez par exemple sur la gauche les mêmes textes qui est sur la droite. Si vous bien regardez, c'est la scriptura continua, c'est du texte sans markup, on dirait. Il n'y a pas d'espace entre les mots, il n'y a pas d'utilisation des polices différenciées, il n'y a pas de mise en page, il n'y a pas d'aller à la ligne. Et vous voyez combien d'essence c'est présent à droite qu'on ne voit pas sur la gauche. C'est-à-dire que quand on lit un texte, on est adapté, nous, avec nos yeux, parce qu'on a l'habitude de détecter les niveaux de signification qui sont transportés, si vous voulez, pas simplement par les mots, par les lettres, mais aussi par comment les mots et les lettres se distribuent sur une page et comment ils ressortent par rapport aux autres. Donc, l'utilisation de l'italique, l'utilisation du gras, l'utilisation de majuscules et de minuscules change beaucoup, en fait. Là, on voit immédiatement qu'il s'agit d'un texte théâtral avec des actes, des scènes et des vers. C'est très évident. À droite. À gauche, c'est pas si évident que ça. Donc, les markups, on peut les définir plus généralement comme une série de conventions introduites progressivement dans les textes pour augmenter sa clarté et la lisibilité des textes. Et celles-ci sont spécifiques par rapport au temps, au pays et souvent à la discipline. Et j'ajoute ici évidemment la langue, l'alphabet, et il y a des conventions différentes pour chaque système graphique. Et donc, quand on fait un système de markup qui se veut international, il faut dépasser les niveaux linguistiques d'une langue dominante, comme l'anglais par exemple, et passer au-delà et chercher de se demander c'est quoi un mot, c'est quoi une lettre et comment elle est en relation avec les autres mots et les autres lettres, de façon plutôt abstraite. Pour faire ça, était choisi le format de données qui s'appelle XML, qui est un langage de balisage créé par les 3WC, W3C, World Wide Web Consortium, WWW, hein, c'est ça. C'est un standard international qui a été inventé en 1998 avec une forte contribution des humanités, et en particulier de la théorie, parce que l'un des 3 pères, encore une fois, plusieurs pères de XML, c'est Michael Sperber McQueen, qui a inventé la théorie. Donc avant la théorie, on n'utilisait pas XML, mais on utilisait SGML, en fait. Donc qui est les pères de XML. Donc c'est tout compliqué, un peu compliqué. Et l'XML quand même, c'est une technologie qui est aujourd'hui omniprésente dans le web, mais pas simplement, parce qu'elle est vraiment, 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 vraiment simple. On la verra dans un instant. La base de XML, c'est qui nous permet de séparer les contenus et la mise en forme. Ça nous permet de regarder les textes selon différents points de vue et dire, bon, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que je vois devant? Je vois un gras, et les gras, ça veut dire que c'est du titre, c'est un titre.
je vois en italique. Qu'est-ce que ça veut dire l'italique? C'est les titres, c'est le nom de l'auteur ou c'est une emphase? Qu'est-ce que c'est? Donc, ça nous aide à séparer la façon dont on présente les choses par rapport aux choses elles-mêmes. L'XML donc est utilisable dans différentes plateformes parce qu'il n'est pas lié simplement à un outil, un logiciel, à une plateforme, mais on peut l'utiliser sur les ordinateurs, sur les tablettes, sur les téléphones. Mais de plus, on utilise ça dans les GPS, les TomTom par exemple, on utilise sur Google Maps, on utilise de la théorie, pardon, de l'XML, mais aussi quand vous allez à prendre de l'essence, la communication entre la borne où vous mettez votre argent et la pompe, ça se fait normalement en XML. Donc, vous voyez, c'est vraiment une technologie qui est plutôt présente partout. Et ce qui est utile pour la publication, à la fin, l'affichage des données, c'est que ça nous permet à partir de l'XML de manipuler la donnée et de les présenter à l'utilisateur final en format HTML, PDF ou TXT. Donc, ça nous permet effectivement de travailler très bien, donc en mettant ensemble toutes nos informations à la base et puis de les présenter en différents formats à l'utilisateur final. Les avantages de XML, c'est que c'est indépendant, comme je disais, de sa plateforme et du logiciel qu'il a produit et il représente et garde l'information d'une façon durable parce que c'est un standard international et est largement supporté et utilisé. Les modèles de données qui est à la base de XML, c'est ce qu'on appelle les OHCO, les modèles Order Hierarchy of Content Object. Donc, comment ils ont conçu les textes, c'est ceux qui ont développé d'abord HTML et puis les XML. Ils ont pensé qu'un texte est fait de boîtes. Et comme des poupées russes, une boîte est dans une boîte, une autre boîte est dans une boîte, et une boîte, une boîte, une boîte. Donc, par exemple, un texte est fait de sections, et chaque section a des paragraphes, chaque paragraphe a des phrases, chaque phrase a des mots, chaque mot a des lettres. Donc, tout est nettement bien encasé, emboîté l'un dans l'autre. Ça donne des problèmes parce que si on regarde la littérature d'un point de vue littéraire, mais pas simplement, hein, là c'est un exemple très clair, mais il y en a partout. Ça, c'est une cartine de Dormeur Duval de Rimbaud. Et vous voyez qu'en rouge, j'ai marqué les verses, les confines des verses, c'est un trou de verdure, on chante une rivière. Et en bleu, j'ai marqué les confines des phrases, parce qu'il y a justement ce qu'on appelle des enjambements. Et les enjambements, c'est quelque chose de plutôt normal dans toutes les poésies, ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel. Du coup, en XML, si on veut d'un côté encoder les vers et de l'autre côté encoder les phrases, ça marche très mal. Ça marche très mal parce que il y a des chevauchements, ce qu'on appelle des chevauchements entre la hiérarchie des vers et la hiérarchie des phrases. Et ça, c'est à la base d'une grande discussion dans la communauté. Est-ce qu'on continue de travailler en XML? Est-ce qu'on chercherait plutôt un autre format qui nous permet de faire des chevauchements, etc., etc. À ce moment-là, plusieurs propositions ont été faites, mais aucune de ces propositions est si bonne que utiliser l'XML de base parce que ça donne énormément d'avantages que les autres formats n'ont pas. Donc, on peut dire que chaque fichier XML est ce qu'on appelle une hiérarchie organisée d'éléments. Et un élément, c'est une balise, mais c'est tout ce qu'on décide qui soit important. En fait, l'idée, c'est que l'XML nous permet de créer nos propres balises. Un élément se présente comme ça. Vous avez deux éléments qui sont délimités par deux balises. Donc, on a la balise d'ouverture. Donc, techniquement, la balise, c'est simplement ce qui est dans les parenthèses pointues que vous voyez là, en gras, élément. Et l'élément, c'est les deux balises et son contenu. Donc, ça, c'est techniquement, on l'utilise de façon interchangeable, mais pour vous montrer que ça se présente comme ça. Vous avez déjà vu des lignes de XML dans les diapositives à Jean-Baptiste tout à l'heure. Et là, je présente un peu comme il se présente de façon plus formelle. Et il doit, comme je vous disais, être bien emboîté.
Donc, si on a un élément qui s'appelle B, un élément qui s'appelle I, il y a du texte dedans, il faut d'abord fermer les I et après fermer les B. Autrement, il y a ce qu'on appelle les chevauchements qui ne marchent pas. Alors, quelle est la relation entre XML et TOI? Parfois, ce n'est pas clair. Donc, XML est ce qu'on appelle un métalangage de markup parce qu'il nous permet de développer notre propre vocabulaire de balises. Donc, si on a un texte particulier, on peut créer notre propre système de balisage basé sur XML avec les noms des balises qu'on veut. Mais c'est ça le problème, comment éviter que chacun développe un système maison, quoi. Et puis après, on n'arrive plus à communiquer l'un avec l'autre. Et la théorie est en fait l'une de ces vocabulaires, des vocabulaires qui peut être développé en utilisant les règles d'XML. Et c'est une proposition fédérative, donc c'est-à-dire il se propose à la communauté des chercheurs et des chercheuses en disant bon, vous pouvez faire vos éléments, mais regardez les avantages de travailler tous ensemble avec les mêmes façons, avec la même vocabulaire. En fait, ça nous permet, l'XML, ça nous permet de faire l'encodage de textes comme si c'était une base de données de type, ce qu'on appelle semi-structuré. Donc, par exemple, vous voyez dans l'exemple là, une phrase plutôt simple. In the 80s, the Iron Lady decided to attack the unions. Maggie Thatcher did not leave anything to chance. Everything was planned. Cette ligne-là, on peut être balisée, on peut reconnaître une date, 80s, on peut être une date qui peut être normalisée de 1980 à 1989. Iron Lady, c'est un peu, pour faire une référence, par exemple, en format à Margaret Thatcher sur Wikipédia, par exemple, en utilisant un élément qui, ça veut dire reference string, c'est-à-dire c'est pas son nom vraiment, on le trouve après Maggie Thatcher. Mais c'est une étiquette, une épithète qu'on utilise. Union, c'est les syndicats, donc c'est une organisation. Et les noms, first name, on le trouve là, Maggie Thatcher. Donc Maggie, c'est une abréviation pour Margaret. Donc on peut penser au texte de cette façon-là. Ça nous permet, la théorie, de trouver dans les textes, tout en gardant le texte exactement comme il est, et de découper dedans les informations qui nous intéressent. D'un point de vue sur les manuscrits, si on peut penser à la philologie, par exemple, c'est un cas très évident, ça c'est une abréviation latine, on trouve I, H, ou ce qui paraît c'est une H avec un tiret dessus S. Et là, les lecteurs des manuscrits médiévaux latins reconnaît Jésus, le nom de Jésus là. Et donc, on peut les baliser en utilisant des éléments comme choice, où les AM, c'est l'abbreviation marker, et SU, c'est l'expansion de ces abréviations. Et ça nous permet, après, d'afficher la même séquence IHS, ou avec l'expansion qui peut être faite entre crochets ou en italique ou entre parenthèses normales. Vous voyez, l'affichage peut être vraiment très différencié à partir de du même balisage. Ce qui nous permet justement d'adapter nos sorties à des différents utilisateurs. Pardon. Est-ce que c'est difficile d'apprendre la théorie? J'ai entendu des questions avant, qui disaient comment vous êtes entraîné, vous êtes pas né comme informaticien. En fait, apprendre la théorie, c'est plutôt simple. C'est comme apprendre une langue. Vous avez appris plusieurs langues dans votre carrière universitaire scolaire, je pense. Et c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui sont naturellement portées pour l'apprentissage des langues. Il y a des personnes qui sont des naturels comme ça. Et pour d'autres, c'est un peu plus compliqué. Mais à la fin, on y arrive d'une façon ou l'autre. Pour faire l'exercice, c'est plus facile de faire avec des locuteurs natifs, en parlant avec quelqu'un qui est un expert qui nous aide à améliorer, surtout au début. Et au début, on fait des erreurs stupides, mais c'est normal, mais quand même, on se comprend quand même. Moi aussi, quand je parle français, je suis sûre que vous entendez énormément de fautes de grammaire.
Bah, c'est vrai que si j'étais bloquée par mes erreurs de grammaire, je m'éteirais tout le temps. Ça serait impossible pour moi, évidemment. Donc, je parle quand même, vous me comprenez. Et là, je pense que ça suffit. Et pour la TU, c'est la même chose. C'est pas, il ne faut pas vraiment avoir peur de faire des erreurs. Il faut simplement travailler là-dessus, l'utiliser. Ça vient avec l'exercice, en fait. Donc, ce n'est pas fait difficile. En fait, les chercheurs qui ont réussi à apprendre des langues comme les latins, les grecs, l'arabe, les langues modernes, la sémiotique, la stématique, la codicologie, la paléographie, en fait, XML et TUI, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus simple. Euh, pour apprendre le latin, j'ai dit tout le temps, j'ai mis 5 années de ma vie et c'était dur comme tout. J'ai appris la TUI en 3 jours. C'est pas la même chose, vous voyez. C'est vraiment, et je l'ai bien appris, hein. Il faut quand même une bonne attention aux détails, ce qui n'est pas un problème pour des chercheurs orientés au texte par des philologues en particulier. Être detail-oriented, comme disent les Anglais, c'est une des caractéristiques de base de philosophes et de philologues, en fait. Et en fait, j'ai enseigné la théorie depuis 20 ans et j'ai trouvé que les seules personnes qui n'apprennent pas, c'est celles qui ne veulent pas apprendre. C'est celles qui refusent. C'est vraiment euh, une question idéologique parfois qu'on voit, parce que tout le monde comprend. C'est plutôt simple, comme vous avez vu. Comment on se fait pour apprendre? Bon, normalement, c'est plus facile avec des locuteurs natifs, tout à fait. Donc, organiser des formations. Il y en a qui sont gratuites en ligne, il y en a plusieurs. Si vous voulez, je peux vous adresser à quelqu'un d'entre eux. Et d'autres sont payantes, d'autres, on peut les organiser dans votre institution s'il y a un groupe suffisamment grand. Il y a pas mal de personnes qui sont formées à la théorie aujourd'hui, en France particulièrement, mais ailleurs aussi, qui peuvent être embauchées pour 3 jours pour faire des ateliers en utilisant la taille liste, par exemple, parce que là, on apprend beaucoup hein, en lisant les lettres, les échanges qu'ils ont fait là-dessus. Mais il y a aussi pas mal de matériel de formation sur les sites, des diapositives, de matériel pédagogique, les sites de la théorie, mais aussi avec les guidelines. Je dis c'est un ouvrage monumental, mais c'est aussi un ouvrage qui se lit très très bien. Il est très bien écrit, très clair, très simple. Vraiment, c'est pas quelque chose qui devrait nous bloquer en fait la lecture. Au contraire, c'est simplement grand. Dernière phase, est-ce que ça vaut la peine ou pas? Pourquoi utiliser la théorie est une très belle chose? La théorie est bien parce qu'elle nous permet de faire de nombreuses approches, hein, parce qu'elle nous permet de faire des éditions différentes à partir du même balisage. On peut présenter, une fois qu'on a balisé en théorie, les textes comme édition critique, comme édition génétique, comme édition diplomatique. Donc en fait, ça redéfinit les concepts de édition parce que dans la même, ce qu'on appelle base des connaissances, texte avec enrichi avec des balises, on peut après en tirer plusieurs vues sur le texte, plusieurs éditions. Ça nous permet après de faire une analyse textuelle, c'est-à-dire de voir, par exemple, de façon statistique, stylométrique, comment les textes se développent par rapport à d'autres textes. Aussi nous permet de le cataloguer, de les gérer en fonction à encore plus vaste, à plusieurs corpus, etc., etc. Là, je fais une autre capture d'écran. C'est une liste non exhaustive des AAC, des projets qui utilisent la théorie. Et ça commence par des bibliothèques numériques comme African American Women Writers, un vocabulaire de langage africain. Euh, on trouve les Aphrodisias in Late Antiquity, c'est un projet de transcription d'épigraphie euh, grecque. On trouve des textes contemporains, le Old French Corpus, donc la base des français médiéval. On y retrouve les Decameron de Boccace. Et on y retrouve le British National Corpus. On y trouve Karl-Marie von Weber, Gesamtausgabe, donc un auteur, un musiciste allemand, etc. On y trouve la chimie, the chemistry of Isaac Newton, donc les papiers de chimie d'Isaac Newton. Ça vous donne un peu l'idée de la variété du matériel qui peut être encodé en théorie.
Là, je vous présente pour terminer, j'ai 3 secondes, quelques projets, quelques captures d'écran de projets qui me sont très chers. Là, c'est Shelley Goodwin Archive. Il nous permet de faire une transcription topographique du texte, donc ça utilise les modèles documentaires dont je vous parlais tout à l'heure, et qui sépare les mains différentes. Donc en rouge, vous voyez les ajouts de Percy Shelley par rapport à Mary Shelley, qui est en gris à ce moment-là. Ce sont les manuscrits de Frankenstein. Et là, vous voyez, on peut inverser. Donc, dans ces cas-là, le rouge, c'est Mary Shelley et les gris, c'est Percy Shelley. Donc, vous avez la possibilité de les voir comme ça. Là, un autre projet que je considère est vraiment l'état de l'art des éditions numériques, c'est le Samuel Beckett Digital Manuscript. C'est un projet exceptionnel qui nous donne la possibilité de faire voir la transcription bloc par bloc du texte, faire la collation automatique parmi les différentes versions, phrase par phrase, les versions françaises et les versions anglaises du même texte, les comparer. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. À rajouter aussi les liens avec la bibliothèque de l'artiste. Et c'est vraiment quelque chose à regarder, je vous recommande. Et là, vous voyez, par exemple, il y a la collation automatique faite à la minute sur les textes de Beckett. Là, c'est un projet, bon, c'est un projet de transcription sur lequel je me suis penchée pas mal. C'est l'un de mes projets, donc c'est l'un de mes bébés, l'édition des manuscrits de Jane Austen. C'est pas très compliqué, c'est simplement un projet auquel je suis très liée. Et ça, c'est un projet, un petit projet, un prototype sur les manuscrits de Proust qui a eu un grand succès, surtout en France, pour des raisons évidentes, qui nous montre comment c'est possible de faire une description aussi géographique du texte en utilisant aussi des textes inclinés. Nous permettrait aussi de reconstruire l'ordre d'écriture, l'ordre de lecture des pages, des brouillons des manuscrits d'auteurs. La TUI est aussi bon pour le partage des données. Par exemple, là, vous voyez, c'est un portal qui s'appelle Nines, qui a été fait aux États-Unis et qui groupe toute une série de textes. Vous voyez là une petite liste des textes qui ont été produits indépendamment l'un des autres, surtout en théorie, qui sont concernant le 19e siècle, Nines, pour cette raison-là. Et donc, ils ont fait une validation scientifique de la qualité de ces projets et ça, le fait que tout le monde utilise la même technologie, ça nous permet en fait de les mettre en relation l'un avec l'autre. Et sustainability, là, c'est ma dernière diapositive, c'est un projet aussi qui est cher à mon cœur, le Whitman Archive, Walt Whitman. C'est un projet qui a démarré en 1993. Donc, c'est quelque chose qui a duré pendant presque 30 ans et qui a évolué avec la théorie. Et ça montre aussi, là, c'est vraiment la longue durée du texte, la longue durée du projet et le fait que l'évolution n'était pas traumatique. Ils ont passé de SGML à XML et ils ont continué à travailler là-dessus. Donc, l'un des grands projets qui ont créé la communauté TOI. Et il est basé aux États-Unis.